Aujourd'hui, je vous transporte dans une dystopie. Une dystopie qu'on nous explique pas vraiment. Une copie de Robocop au féminin? Je vous en reparlerai à la fin, mais ouais, c'est vachement inspiré, on va dire. Malheureusement, ça vous prendra très peu de temps pour vous rendre compte que n'est pas Paul Verhoeven qui veut. Aujourd'hui, à revue de 1995, de démolitionniste. Et ça commence maintenant. Inutile de préchauffer votre four, il y a un petit changement au menu. Le film commence en prison. Richard Grieco et son frère attendent leur exécution. Richard Grieco joue l'antagoniste principal de ce film-là. Il s'appelle Mad Dog. On est à Metro City. On nous l'explique pas vraiment, mais on peut imaginer que c'est une ville tout pourrie. Détroit n'était pas disponible. La mairesse de la ville est la seule avec les pleins pouvoirs. Elle peut décider d'annuler l'exécution ou d'y aller avec l'exécution. La mairesse, elle, se commande du poulet. Ajoutez un poulet au curry et un porc sauté aux oignons. Mais Mad Dog et son frère ont un autre plan. Ils prennent le contrôle de la salle d'exécution. David Copperfield, c'est rien à côté de moi. Les mecs, c'est des sauvages. Par contre, le frère de Mad Dog va un peu trop loin. Dans son sadisme, il s'électrocute. On se téléporte maintenant dans l'antre de Mad Dog où on nous présente des stripteaseuses. Quelques secondes plus tard, on apprendra qui est le second de Mad Dog, le toujours incroyable Tom Savini. T'éloigne pas. Mad Dog tient à remercier celui qui a pris sa place pendant qu'il était en prison. Richard Grieco, il va vraiment d'une de ses plus grandes performances à vie dans ce film-là. Lui qui n'a jamais été un grand acteur, mais au moins, il était beau gosse. Mais je vous reparlerai de tout ça à la fin de la vidéo. Afin de venger la mort de son frère, Mad Dog, qui est déjà sur une belle lancée, décide d'attaquer la mairie. On va débarquer à la mairie et descendre ce vieux tas, vous êtes d'accord? Ouais! Sauf que, à l'intérieur de son gang, il y a une flic infiltrée, Alyssa, notre protagoniste principale. Tu dois prévenir tout de suite le maire qui débarque tout à l'heure chez elle. Alyssa parle maintenant avec son contact policier qui est également son fiancé. C'est important pour plus tard parce que même si on prend 0 minute à nous expliquer leur relation, ce qui se passe avec son fiancé va jouer pour tout le film. T'aimerais des cuirs pour le mariage? Tu préfères la robe traditionnelle? Alyssa. N'oubliez pas que la mairesse est charmante comme tout. Tu me maquilles pour une conférence de presse, pas pour jouer au Othello. Un professeur se pointe et il a une solution pour le crime dans la ville. Le projet Lazare. Nous n'avons plus de budget pour le monter. Vous n'avez qu'à en trouver. Alors qu'il est en train d'expliquer le projet Lazare à la mairesse, les hommes de Mad Dog attaquent. Et c'est le professeur en question qui va la sauver devant tout le monde, pendant que le commissaire de police, lui, se cachait derrière une chaise. Comme le professeur vient de lui sauver la vie, eh ben la mairesse va décider de dire « Vas-y avec ton projet Lazare ». Elle donne le go. J'autorise le projet Lazare dès maintenant. Et à part un chèque, qu'est-ce qu'il vous faut? un candidat. Ça tombe bien qu'il cherche justement un candidat pour le projet Lazare, parce que grâce à la magie d'un scénario incroyable qui implique cette phrase-là, « Mets-toi à genoux, fais ça vite. » Alors, tu viens? Alyssa va se faire démasquer. Oh merde! Est-ce qu'on atteint le niveau de barbarie de Robocop? Non. Est-ce que c'est plus ou moins la même histoire que Robocop présentement? Absolument. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller chercher le fiancé d'Alyssa et Alyssa. Ils vont les mettre dans des chaises face à face et ils vont jouer à la roulette russe. C'est OK comme concept, mais on est quand même très, très, très loin de Robocop. Mad Dog, satisfait d'avoir vu le fiancé mourir, va laisser Alyssa pour morte sur une clôture. Dans une scène qui, encore une fois, ressemble énormément à Robocop, le prof va offrir une chance à Alyssa. Vous allez mourir. Mais je peux vous donner une deuxième chance. Vous voulez saisir cette chance? Activation du
Projet Lazare. Sortez-la d'ici, allez. Plus vite, allons-y. 72 heures après ses obsèques, Alicia se retrouve devant le professeur. Remarquez qu'ici, le film date de 95, mais quand on regarde le décor, on se croirait en 88. Maintenant, le projet Lazare, c'est quoi? Ça ne sera pas non comme dans Robocop où on va transformer la fille en cyborg. Non, ça a déjà été fait, voyez-vous. Ici, on va transformer la fille en zombie qui se guérit elle-même. La science qu'on nous explique est très douteuse, mais ça finit qu'elle est capable de se guérir de tout. Mais qu'elle a besoin de passer du temps sur une chaise qui lui envoie des nanotrucs dans le machin. Si vous regardez ce film-là, que vous vous accrochez à la science, qu'on vous lance en pleine face durant ces 2-3 minutes-là, vous risquez d'arrêter le film. Si d'un autre côté, vous vous dites « Ok, c'est de la SF, j'y vais à fond », comme moi, vous allez continuer. Essayez d'imaginer de microscopiques machines qui travaillent conjointement avec le cerveau. Le chef de police, sans aucune surprise pour ce genre de film-là, est un corrompu. Je veux davantage. Je veux un vrai partenaire. Voici maintenant un montage d'entraînement que nous attendions tous. La force du sujet augmente à chaque séance. La vitesse et la coordination des réflexes ont plus que triplé. Le sujet abat ses partenaires d'entraînement comme des dominos humains. Alicia devient une machine. Je n'espère rien de celle que vous étiez, je demande la perfection à celle que vous êtes. Il y a un truc de flashback qu'on comprend absolument pas. Pourquoi c'est des démons tout d'un coup, etc. Mais comme les mecs qui bossaient sur les effets spéciaux dans ce film-là, c'est Tom Savini et son équipe, tu te dis, bah, vas-y mon Tommy. On tombe dans ce que j'appelle le dur du film. Oui, parce que c'est dur à endurer. Alicia réfléchit à sa vie. Que suis-je? Comment suis-je? Pourquoi suis-je? Genre de questions que Robocop s'est posé une fois en 3 films. Est-ce que le film passe trop de temps là-dessus? Absolument! Mais ces scènes-là coûtent pas cher à tourner. Et il est là, le gros problème de ce film-là. On a un super cop, OK? Qui passe beaucoup trop de temps à parler de ses émotions au lieu de jouer au super cop. Oui, ça saoule. C'est à ce moment-là du film que tu te rends compte que vouloir faire une copie de Robocop, c'est une chose. Réussir à faire une copie de Robocop, c'en est une autre. Parce que 20-25 minutes de scène où elle comprend pas pourquoi elle est morte, pourquoi ils l'ont choisie, pourquoi ci, pourquoi ça, je vous le dis tout de suite, ça va vous faire chier grave. Comme moi, vous allez regarder votre écran et vous dire « Non, mais est-ce que l'histoire peut avancer, s'il vous plaît? » C'est un film d'action ou un discours philosophique sur le sens de la vie. Bref, il n'y avait pas de pognon pour faire des scènes d'action, donc ils ont rempli ça de scènes qui servent à rien. J'ai toujours aimé qu'on m'offre des roses. Heureusement pour nous, après toutes ces scènes de sentimentalisme pourri-là, on a maintenant le droit à la scène où elle va s'équiper avec tous les gadgets dignes d'un super cop. On est à 45-50 minutes dans le film. Première mission. Et oui, c'est un carnage. Plan, je suis trop cool pour le cinéma. Maintenant, un montage de mission. Et ça m'énerve encore plus que tout ce qu'ils nous ont fait avant. Parce que ça fait 35 minutes que j'attendais qu'elle aille en mission, comprenez-vous? Et là, ils nous font un montage de mission qu'elle fait. Ils nous la montrent même pas dominer la ville, quoi. La mairesse, elle, mouille de la culotte. J'ai simplement répondu aux attentes des électeurs. Mad Dog, maintenant, parce qu'on a eu le droit à un montage plus tôt, commence à en avoir plein de cul de la démolitionniste. Qui est cet extraterrestre sur sa moto? Elle a buté 4 de mes mecs en une seule soirée. Sincèrement, la plus grosse erreur de ce film-là, c'est de lui avoir mis un ex. Parce qu'elle arrête pas de nous faire chier avec le fait que son ex est mort. On a compris, ton ex est mort, ça te fait chier. Il y a genre 8 scènes où elle broye sur le fait que son ex est mort. Je serai sans réaction comme vous en ce moment. Faut dire que l'actrice, c'est pas Meryl Streep non plus. Mais bon, maintenant, on a le droit à un hold-up. Et enfin, un face-à-face avec Mad Dog. Justement, on s'en allait. N'y compte pas trop.
Et là, Mad Dog va réussir à s'évader, ce qui va faire en sorte que ça va fâcher tout le monde, mais elle a quand même réussi à sauver la petite fille. Mais tout d'un coup, parce que Mad Dog a réussi à s'évader, elle est plus aussi bonne qu'elle était avant. À ce point-là du film, t'es juste content qu'il y ait eu un peu d'action, quoi. Elle a failli laisser tuer une gosse de 8 ans, je vous le rappelle. Il reste encore 20 minutes au film, et là, je vous le dis, je suis plus capable de l'entendre se plaindre. Parce que c'est bon, j'ai compris, t'aimes pas ta situation. Mais si t'allais tuer du méchant, au lieu de nous faire chier, peut-être que tu reprendrais plaisir à la vie. On retourne voir la mairesse, qui elle aussi commence à me faire chier grave, quoi. Lazare, c'est fini. Avez-vous compris? Pareil comme dans Robocop. Là, ils veulent se débarrasser d'elle. Donc, embuscade. Et maintenant, le projet Lazare est annulé. Ils ont arrêté le projet Lazare. Je n'ai rien pu faire. Tout d'un coup, sortie de nulle part, elle décide de se donner des objectifs. En aucun cas est-ce que dans le film, elle nous démontre un intérêt de faire partie du projet Lazare. Tout d'un coup, là, ça n'existe plus, elle est toute motivée à vouloir aller tuer Mad Dog. Jack, il faut accomplir une dernière chose. Terminer ce que nous avons commencé. Fin de compte, le prof finit par y donner des boosters. Ils vont venir vous chercher. Et on a le droit à une transition de niveau film d'étudiant première année. Mais également à une scène qui aurait pu être géniale, mais qui l'est pas vraiment. Parce que tout tourne autour de la fille qui passe à travers un mur. C'est bien, mais ça aurait pu être tellement mieux. Je vois rien du tout. À la sortie du building où elle vient juste de tuer un méchant, le réalisateur décide de mettre un énième plan dans lequel il montre « Regarde, je suis capable de filmer une fille devant une explosion. » Est-ce que ce mec est Bruce Campbell? Mad Dog, lui, commence à se la péter un peu. Là. La révolution est arrivée! Et oui, c'est Bruce Campbell, et il a gagné le droit de tuer le commissaire de police grâce à un petit tirage interne. Vous voulez vraiment que je vous parle de la connerie du tirage dans le scénario de ce film-là? T'as Mad Dog qui est à côté de lui, genre chef suprême, et il envoie Bruce Campbell tuer le commissaire. Regarde, vous vouliez donner un caméo à Bruce Campbell, vous y avez donné un caméo. Mais bon, on arrive maintenant à l'assaut final. On a le droit à un petit génocide de pouilleux. Duel final entre Mad Dog et Alyssa, sauf que Mad Dog a sa dernière dose de booster. C'est bien ça que t'es venu chercher. Au nom de la loi, je vous arrête. Et c'est justement avec son booster qu'elle va le tuer. Tiens-le pour la voie secrète. Pur Tom Savini. Et c'est la fin de The Démolitionniste. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et The Démolitionniste, c'est ça. C'est un cumul de plein de bonnes intentions. Hyper mal exécuté, par exemple. Oui, parce que être réalisateur de film, c'est un métier. Robert Kaufman, le mec qui a réalisé ce film-là, c'est un spécialiste des effets spéciaux. Et c'est un des meilleurs de sa profession. Vous nommez les films qu'il a fait, ça serait trop long. Vous nommez les bons films auxquels il a participé, ça serait également trop long. Mais The Démolitionniste, c'est un ramassis d'idées de gossous. Ouais, vous le savez très bien, 1h du mat, autour d'une table avec vos potes, ça lance des idées. Ah, moi, si je ferais un film, je mettrais ça, je mettrais ci, je mettrais ça. Et imaginez qu'autour de la table, il y a un gars qui te dit « OK, là 1 million, va faire un film. » Combien de temps ça te prend à te rendre compte que t'es ni réalisateur, ni scénariste, ni éclairagiste, encore moins monteur? T'es dans marde! Oui, parce que tu t'es engagé à faire un film et t'as aucune idée de comment le faire. Première étape, tu copies le scénario de Robocop. Oui, parce que ça a beau pas être un cyborg, la fille, ce film-là, c'est une copie de Robocop. Tous les beats qu'on appelle, tous les moments déclencheurs du film sont les mêmes que dans Robocop. Sauf que dans Robocop, Murphy, il broyait pas pendant 12 heures qu'il pouvait plus être avec sa femme. Et comme je disais durant la vidéo, c'est ça la plaie de ce film-là. Ils ont manqué d'argent et ils ont été obligés de faire plein de scènes de remplissage pour que le film arrive à 1h30.
Robert Greco maintenant, un mec qu'on essayait de nous vendre comme la future grande star du cinéma au début des années 90. Hey, c'était le prochain un tel et il allait jeter tout le monde sur le cul. Il allait devenir une star mondiale. Devinez quoi? C'est pas arrivé ça du tout dans son cas. Hein? Il est même pas devenu star de film B. Ce gars-là ne sait pas jouer. En français, en anglais, en polonais, en tchèque, en swahili, il a aucune idée de ce qu'il fait. Et heureusement pour lui, la VF rend son jeu un peu meilleur, mais encore là, c'est pas de la magie, c'est une traduction. Hein? Le mec, il est mauvais. Il essaye quelque chose qui ne fonctionne pas. Le genre de méchant over the top des années 80, alors qu'on est en 95, là. N'est pas qui veut Clarence Boddicker, qui montrait beaucoup plus de classe dans sa méchanceté. Fait que oui, ça m'a énervé aussi, le jeu de Richard Greco dans ce film-là. La fille m'a énervé un peu aussi, parce qu'elle a pas de charisme. Elle est très jolie, ne vous méprenez pas. C'est une très belle femme, mais elle sait pas jouer. Sauter, donner des coups de poing, donner des coups de pied, c'est une chose. Parler, c'en est une autre apparemment. Ce film-là, je me souviens de l'avoir vu dans les années 90. Je me souvenais plus trop c'était quoi et l'ami Cyborg Kickboxer l'a mis sur sa chaîne en VF. J'ai sauté sur l'occasion pour m'en rappeler. Quelle mauvaise idée. Comme j'avais commencé, je me suis dit, je vais finir et je vais en faire une vidéo. Laissez-moi vous dire que ce soir, je picole. Si vous décidez de vous aventurer à regarder ce film-là, ayez le doigt sur la flèche pour avancer le plus rapidement vers les 2-3 scènes d'action qu'il y a et gardez un esprit vachement ouvert à chaque fois qu'un personnage ouvre la bouche. Je dirais que la seule et unique manière où vous allez peut-être y trouver quelque chose d'intéressant, c'est si vous vous donnez à vous-même et vous assumez qu'on est dans un univers de comic book. Oui, si on utilise une logique de comic book, ça aide, mais un peu. Les effets spéciaux sont également la seule chose qui sauve ce film-là. C'est sûr que Kaufman, c'est exactement ce qui fait que Savini n'est pas là pour rien non plus. Mais à un moment donné, les effets spéciaux peuvent pas sauver une histoire inexistante, des performances d'acteurs à développer un alcoolisme chronique, et un montage qui te fait demander s'ils ont regardé ce qu'ils faisaient, quoi. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon, le lien sera juste là. Vous pouvez y trouver des vidéos non censurées, des vidéos sans publicité et des vidéos exclusives. Et toi qui me regardes et qui n'es toujours pas abonné à Revue, tu peux le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!